Mais avant, des petites choses à dire qui mèneront à ça, Inch'Allah. Euh, j'ai écouté l'intervention d'un fan, je crois, enfin un défenseur de Ahmed Moualek. Euh, j'ai écouté tout, 1 heure et demie, puisqu'il a passé tout mon audio en le coupant et en faisant des commentaires. Euh, le nom du compte, je crois que c'est Sab ABCD, quelque chose comme ça. J'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait, j'estime que tout ce qu'il dit, j'y ai répondu dans l'audio qu'il passe. Il a peut-être pas bien écouté. Donc, je vais pas répéter en fait. Tout est dit dans cet audio-là qui s'appelait le cas Ahmed Moualek. C'est l'avant-avant-dernière vidéo, je crois. Et donc, j'ai rien à rajouter. Il a fait des commentaires et des critiques de manière polie et respectueuse. Très bien, moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai toujours dit, hein, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de critiquer, c'est normal. J'ai bien entendu ses réflexions. Bien souvent, malheureusement, c'est un petit peu des clichés. Euh, ça reflète une écoute très superficielle de ce que j'ai raconté. Mais bon, c'est respectueux, donc pourquoi pas. Moi, ça m'intéresse les critiques, hein. Ça me permet de me remettre en question, de me dire est-ce que j'étais trop flou sur ce point-là, etc., etc. Donc, j'ai rien à rajouter sur cette vidéo. Il faut aller l'écouter pour qui est intéressé. Mais bon, pour moi, la qualité de la critique n'est pas suffisamment, comment je vais dire, profonde pour que je puisse rajouter quelque chose autre que ce que j'ai dit dans l'audio qu'il passe lui-même dans sa vidéo. Donc voilà, rien à rajouter, tout simplement. Alors, en préambule, je m'excuse à l'avance auprès de tous ceux qui sont un peu adeptes des clashs, des audio shoots, des phrases, comme on appelle les punchlines, le buzz. Honnêtement, c'est quelque chose dont je m'éloigne du plus que je peux. Alors je sais que j'y perds en termes d'audimat, parce qu'on aime bien, quand je m'énerve, on aime bien quand c'est un peu trash, entre guillemets. Mais moi, c'est pas ce que je cherche. Je cherche ni l'audimat, ni les slogans faciles. Je cherche à tirer derrière moi des gens, musulmans ou non, ça m'est bien égal, qui sont à la recherche d'un jugement et d'une analyse en profondeur des choses. Donc évidemment, ceux qui sont dans l'attente comment je veux dire, d'un scandale, de cris, d'émotions, sont peut-être déçus. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est la ligne directrice que j'ai choisie, après mûre réflexion, et qui me correspond mieux. Alors, en préambule par rapport au sujet, je voulais dire la chose suivante, parce que je crois que c'est important de préciser, surtout pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui m'apprécient ou pas, c'est des choses qui sont importantes à dire ou à redire. Euh, dans mon cas, je ne fais pas de mon cas une histoire, comment je vais dire, supérieurement intéressante, mais mon cas, c'est mon cas. Euh, j'ai pris l'habitude avec le temps d'être incompris pour une raison bien simple, c'est que les gens ont l'habitude de pouvoir mettre un individu qui parle en public dans des cases et c'est une démarche qui est difficile à faire avec moi. Alors pour certains, je suis un wahhabite salafiste, pour d'autres, je suis un philosophe, pour d'autres, je suis je sais pas, égaré, égareur, pour d'autres, je suis bizarre, pour d'autres, j'ai un discours ambigu, pour d'autres, on aime bien certains audios, mais pas d'autres, etc., etc. Je suis habitué maintenant, depuis le temps que je suis là-dedans, à devoir entendre en fait des personnes mal à l'aise par le fait que ma position, selon eux, n'est pas claire. Mais moi, je me sens très clair, et je l'explique à longueur d'audio, c'est que
après autant d'années dans la communauté musulmane, à entendre, vivre, échanger, débattre, lire, analyser, j'estime à l'heure d'aujourd'hui que la victoire, parce que je voudrais rappeler, voilà, le mot victoire me fait rappeler ceci, je voudrais rappeler une chose à tout un chacun, c'est que soyons bien bien clairs pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point-là. Je fais partie des gens qui sont absolument convaincus, comme tout musulman devrait l'être, que la victoire appartient à l'islam, parce que l'islam est la vérité, et la vérité est destinée à s'imposer tôt ou tard. Là n'est pas la question. Douter de ça, ce serait avoir un problème dans sa foi. Par contre, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils me comprennent ou non, je fais tous les efforts du monde pour essayer d'être compris. Et il faut bien comprendre, vous qui m'écoutez, que je m'adresse à toutes sortes de gens. Là, là vous êtes une vingtaine de personnes, mais après la vidéo sera mise sur YouTube, sera vue par des centaines ou des milliers de gens. Et dans ces gens, il y a de tout. Il y a des racistes, il y a des extrémistes, il y a des policiers, il y a des athées, il y a des New Age, il y a toutes sortes de gens qui écoutent. Et d'ailleurs, moi je me réjouis, et je suis très heureux du fait que toutes sortes de gens m'écoutent. Parce que j'ai horreur du débat dans l'entre-soi, où tout le monde est d'accord, et en fait, on se jette des fleurs du matin au soir, on n'apprend rien. Moi, je suis très heureux qu'il y a des gens ennemis de l'islam, ou neutres, ou musulmans light, ou extrémistes, qui prennent du temps pour écouter, parce que justement, c'est le but. Le but, c'est de m'adresser à toutes sortes de gens, avec des sujets qui les concernent tous, puisque nous vivons tous dans cette société dite moderne. Et donc, ces sujets concernent tout le monde, mais évidemment, je les traite et je les expose selon mon filtre, qui est le filtre de quoi? D'un musulman occidental qui essaye, pas facile, hein, qui essaye de juger les choses avec le moins d'émotivité possible et le plus en essayant de faire abstraction de mon expérience personnelle. J'essaie d'oublier qui est ma famille, j'essaie d'oublier que je suis fils unique, j'essaie d'oublier mes divorces, j'essaie d'oublier mes relations avec mes enfants, pour ne pas que mes démonstrations ou mes propos soient trop teintés de ma vie personnelle. Voilà pourquoi parfois je dis des choses où les gens disent « Ouais, mais attends, il dit ça et ça et ça, mais sa vie, ça ne correspond pas. » Parfois c'est vrai, mais on ne peut pas, quand on s'adresse publiquement aux gens, parler en essayant d'être véridique, en mettant trop au milieu de l'histoire ses traumatismes, ses blessures, ses manquements, ses déceptions. Sinon, ça devient plutôt un canapé chez un psychologue public, plutôt qu'un espèce de partage, d'analyse des choses. Alors, pour en venir maintenant au sujet, aujourd'hui, je vais m'attarder. Bon, certains vont trouver ça croustillant, mais ce n'est pas le but, vous verrez bien pourquoi. Sur le sujet pornographie et robots sexuels à venir. Pourquoi je veux aborder ça? Pour une raison simple, parce que j'ai été jeune, j'ai été pendant 20 ans non musulman, et pendant 30 ans musulman laxiste. Et donc je connais bien le monde dans lequel on vit, je connais le monde des discothèques, je connais le monde des petites amies, je connais le monde de la pornographie, et je sais ce que ça signifie, et je sais quels sont les pièges, et quels sont les dangers qui sont là-dedans. Et voilà pourquoi j'estime que c'est un sujet important à aborder, surtout à notre époque. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, bon, je ne dis pas que je suis un vieillard, mais enfin bref, j'ai bientôt 44 ans, Inch'Allah. Quand j'étais jeune, comme ceux qui ont mon âge peuvent en témoigner, la pornographie était quelque chose de difficilement accessible. C'est-à-dire que il fallait louer des vidéos, il fallait acheter des magazines chez un libraire, il y avait la honte, il y avait la gêne. Et puis quand on voyait de la pornographie, aujourd'hui ça paraît être une blague, tellement c'était light, entre guillemets. Pour nous à l'époque c'était évidemment énorme.
quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, on était des enfants de cœur. Euh, Aujourd'hui, on est dans un autre contexte. Aujourd'hui, on est dans une société hyper sexualisée à tous les niveaux. L'accès, et ça c'est la grande révolution, l'accès à la pornographie est complètement facilité. Il suffit de taper un mot-clé et de se retrouver au milieu de sites où il y a 1001 rubriques avec tous les délires, toutes les perversions possibles, imaginables. Et il serait illusoire, voire utopique, de penser que tout ceci n'amène pas des conséquences dans la vie de tous les jours, surtout auprès de jeunes qui sont sans expérience, qui ne visualisent donc la femme ou l'homme si on est une femme, parce que ça je vais y revenir aussi, cette histoire-là, qu'à travers en fait des films. Puisque bon, parfois certains mettent très longtemps à se marier, à connaître c'est quoi le sexe, etc. Et donc c'est leur unique prisme d'entrer dans ce monde de la femme, de l'homme, de la sexualité. Première chose que je voudrais dire, il faut bien comprendre, moi je suis au centre de témoignages, bref, je suis un homme de mon époque. Il faut d'abord savoir que ce n'est pas qu'une histoire d'hommes. C'est une histoire aujourd'hui d'hommes et de femmes. Et chez les femmes, ça cause un bouleversement encore plus profond parce que ça a pour conséquence des complexes. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi. En expliquant, je sais que pour ceux qui sont informés ou qui ont mon âge, ça peut paraître ridicule, mais je m'adresse bien sûr aux plus jeunes ou à des gens qui n'ont pas d'expérience du couple ou du sexe, etc. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. C'est très important. Quand on parle de pornographie, on parle d'acteurs et d'actrices qui sont payés, qui sont bien souvent pour supporter comment je vais dire, le rythme et la timidité et la pudeur et les scènes qui sont imposées, qui sont parfois des scènes extravagantes, on va dire ça comme ça. Ce sont souvent donc des gens qui sont payés, qui sont ou alcooliques ou drogués pour supporter la charge, comment je vais dire, la scène qu'ils doivent faire, être détendus, souriants, avoir l'air d'être amoureux, amoureuse, enfin bref, on se comprend. C'est des gens qui, on ne le voit pas parce qu'évidemment quand la caméra s'arrête de tourner, on ne sait pas ce que ces gens deviennent. C'est des gens après qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des difficultés à avoir une vie sentimentale stable, parce que, je veux dire, c'est des gens où s'entrechoquent dans leur tête les sentiments, le sexe, le plaisir, avoir du plaisir sans amour, avoir de l'amour sans plaisir, enfin, ça devient très très confus. Mais on va dire au moins ces gens qui jouent leur rôle dans ces films, ils savent de quoi il en retourne, c'est-à-dire qu'on coupe les scènes, on tourne sous un angle qui augmente les volumes, qui donne l'impression de... Donc la plupart des hommes développent des complexes parce qu'ils pensent qu'ils sont sexuellement atrophiés ou pas à la hauteur, parce qu'ils voient des espèces de monstres dans les films, et donc ils développent des complexes. Les femmes aussi, elles se retrouvent en comparaison avec des filles botoxées, siliconées, droguées, qui font 1001 choses avant de tourner leur scène. Et là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que dans l'époque actuelle, évidemment là je reviens un peu aux musulmans, ça concerne un peu moins les non-musulmans puisqu'ils n'ont pas certains freins que nous avons. Ça rejoint le drame du mariage tardif. C'est-à-dire que ça fait des années que je m'insurge contre ça, pas parce que j'éprouve un plaisir ou une espèce de quelconque intérêt à pousser les gens à se marier jeunes. Il y a d'autres inconvénients à se marier jeune, mais il y a un gros problème que je répète à longueur d'audio depuis des années, c'est que vouloir ou pas, un homme et une femme ont leur puberté à 11, 12, 13, 14 ans. C'est un fait, c'est comme ça. Bon, on peut trouver ça trop tôt,
mais ça se passe comme ça biologiquement parlant. Et donc, à partir de cet âge-là, il y a des désirs et des besoins qui s'éveillent et qui sont dus à notre vie dans l'époque moderne, qui sont inassouvis. Et qui dit désir inassouvi, dit dans un premier temps patience, dans un deuxième temps retenue, dans un troisième temps préservation, mais dans un quatrième temps frustration. Et comme nous ne sommes pas des anges, comme nous ne sommes pas des saints, comme nous ne sommes pas des gens qui ne font pas de péché, qui n'ont aucune faiblesse, qui sont d'une piété irréprochable, la tentation est évidemment énormissime de patienter le moment de son mariage en recourant à la facilité qui est de visionner des films pornographiques. Alors le premier problème que ça amène, c'est la vision tronquée de qu'est-ce que c'est que non seulement l'amour entre un homme et une femme, mais aussi la sexualité. Parce que ce que je voudrais essayer d'expliquer, surtout aux plus jeunes, c'est que tout être humain, religieux ou pas, musulman ou pas, a des fantasmes. Nous avons tous des fantasmes, c'est-à-dire qu'une idée, des idées de choses qui nous touchent émotionnellement. Chacun son truc, on ne va pas faire la liste, ce serait sordide. Et ce que les gens, enfin, ce que nous, puisque on doit tous s'inclure là-dedans, ce que nous ne comprenons pas parfois, c'est que les fantasmes, sauf exception, parce qu'il y a des fantasmes, comment je vais dire, pas méchants, entre guillemets, les fantasmes doivent rester des fantasmes. Parce qu'un fantasme a pour vocation de devoir être confiné dans l'imaginaire. Parce que s'il est appliqué dans le réel, inévitablement, l'âme humaine étant ce qu'elle est, elle veut passer après à autre chose. Et puis à autre chose, et puis à autre chose. Et c'est comme ça qu'on en vient à des folies, à des actes qu'on voit dans les faits divers, ou qu'on lit dans des forums, de gens évidemment qui poussent les limites toujours plus loin, qui veulent vivre toutes les expériences, toutes les émotions, et évidemment ça se termine pas bien, parce que l'âme humaine est avide, et comme on dit, quand on a une chose, on en veut deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, etc. etc. On n'a jamais fini, on n'est jamais rassasié. Donc, la première chose qu'il faut se rendre compte, c'est que ces acteurs, dans les films pornographiques, mettent en scène, suivant les recommandations du producteur, du cinéaste, les fantasmes des gens, qui sont évidemment multiples. Mais les fantasmes, quand ils sont l'objet d'un jeu d'acteurs, peuvent être pris à la rigolade ou peuvent être même moqués, puisqu'on met sur image des obsessions des gens, et parfois en les trouvant ridicules, mais en sachant que c'est ça que les gens veulent voir. Et le drame qu'il y a pour les jeunes, c'est de penser que ce qu'ils voient est quelque chose de, entre guillemets, normal. Pourquoi je dis ça? Une fois que l'homme ou la femme, je répète chaque fois les deux parce que nous ne sommes plus dans une époque, comme ça peut être le cas, où il y a des grandes différences à ce niveau-là. Les jeunes filles ont aussi des smartphones, ont aussi accès à Internet, ont aussi des désirs, ont aussi des fantasmes, et elles ne se gênent pas pour aller voir ce qu'elles veulent voir. Bref. Le problème qu'on a avec cette histoire-là, ce n'est pas un problème de puritanisme. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que justement on me reproche l'inverse. Archouma, tu dis trop de choses, tu es vulgaire, machin, bon. Donc ce n'est pas le problème qu'on a ici. Moi, mon problème, c'est par rapport aux conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est quand on se retrouve avec une femme ou un homme, je ne vais pas dire chaque fois les deux, ça va être lassant, on va greffer tout cet inconscient nourri par des acteurs, en gros des menteurs, des usurpateurs. On va le greffer comme une attente qu'on a envers la femme ou l'homme qu'on a épousé. Et inévitablement,
à quasiment 100%, on est voué à être déçu. Pourquoi? Parce que d'abord, bien souvent, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, qui est maladroit ou maladroite, euh, impatient, comment je vais dire, qui peur, timidité, etc., etc. Donc déçu. On s'est gavé pendant 10 ans, 15 ans. Donc imaginez, de l'âge de 13 ans jusqu'à 30 ans, les mariages à 30 ans ne sont pas du tout rares de nos jours. On s'est gavé pendant, on va dire, une quinzaine d'années de tout ça. Matin, midi et soir, entrecoupé de clips de rap, d'insultes, de machins, de jeux vidéo violents, sexualisés et compagnie. Et on se retrouve en fait devant quelqu'un qui est normal en fait. Une femme ou un homme normal, avec qui on a besoin que le temps passe et que les relations s'approfondissent pour mieux se comprendre, mieux se connaître, s'appréhender, avoir confiance, savoir se laisser aller, etc., etc. Et évidemment, si on arrive avec cette espèce de charge émotionnelle nourrie par la pornographie dans le mariage, on arrive inévitablement dans un fiasco parce qu'on dit on arrivait dans ce mariage avec des attentes démesurées. Et donc, c'est là que ce qu'on connaît tous, on se retrouve très vite avec ah, mon mari, machin, il me fait pas ci, il me fait pas ça, je ressens pas ça, et l'homme inversement. Et on commence avec des problèmes. Alors que la personne qu'on a en face de soi est tout à fait normale. Elle est tout à fait dans un rythme de connaissance de l'autre normal. C'est nous qui avons nourri notre inconscient d'anormalité avec la pornographie. Et je rappelle que faut bien comprendre les époques. Moi, quand j'avais 20 ans, on va dire, c'était en 1993, il n'y avait pas d'Internet. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans, c'est quelqu'un qui patauge entre Twitter, Snapchat, Film X, jeux vidéo, Facebook, Tinder et compagnie. C'est tout à fait une autre planète de nos jours. Alors évidemment, pour nous les musulmans, les pièges sont d'autant plus énormissimes puisqu'ils sont faciles d'accès. Alors, et il y aura toujours, puisque vous savez que Shaitan comment je veux dire, le conseiller furtif, comme on dit, on va toujours avoir des bonnes raisons pour s'excuser. J'arrive pas à me marier, finalement je fais pas zina, Allah est pardonneur, bon c'est pas bien méchant, il faut bien que je me défoule, de toute façon Allah est miséricordieux, il n'y a que le shirk qui ne pardonne pas. Je veux dire, vous savez, quand on veut commencer à s'excuser soi-même, on est toujours très imaginatif, bien entendu, pour éviter pour s'empêcher de tendre vers ce à quoi nos frustrations nous poussent. Mais moi, mon but ici, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais bon, comme j'improvise, je me rappelle en cours de route. Moi, mon but ici, c'est pas de culpabiliser. Pas bien, machin, attention, hein. C'est pas ça mon but. Moi, mon but, c'est simplement, comme dans les autres sujets, quand on parle de tous les autres sujets, Ijra, djihad, polygamie, tout ce que vous voulez, c'est toujours de vous dire, comme je me dis à moi-même, dans la vie, on fait tous des choix. On fait tous des choix. À tous les niveaux. Notre lieu de vie, croire ou ne pas croire, pratiquer ou ne pas pratiquer, se préserver ou ne pas se préserver, se marier ou rester célibataire, endurer un mariage difficile ou divorcer, on fait tous des choix, sans arrêt, tous les jours, sur plein de sujets. Et moi, mon but, dans les audios sur ce sujet d'aujourd'hui, comme sur les autres, c'est toujours de dire, chacun fait les choix qu'il fait, mais il faut faire des choix, au moins, en connaissance de cause. C'est ça le but. Et donc moi, quand j'expose ces sujets, le but que je poursuis, c'est quoi? C'est que après vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez zapper, vous allez méditer, vous allez écouter d'une oreille et puis dire ouais mais bon, je sais bien, l'âme humaine, chacun réagit à sa façon.
Mais moi, mon but, c'est de me dire, j'ai transmis le message, les personnes, ils ont un outil, ils ont un moyen de savoir pourquoi ils font telle chose, à quoi ça peut mener, et ils sont prévenus. Et puis, ils ont leur libre arbitre pour décider s'ils prennent ça en compte ou pas. C'est très important dans la vie que quand on prend des décisions, on les fait en connaissance de cause. Parce que bien souvent, les gens qui sont dans les regrets, dans les erreurs, la poursuite d'illusions, de chimères, comme on dit, sont des gens en fait qui ne mesurent pas. Ils ne mesurent pas le pourquoi ils font ça, à quoi ça mène. Ils vivent les choses dans l'immédiateté, c'est-à-dire dans l'émotionnalité du moment, sans jamais se soucier, oui mais ça me mène à quoi? Les gens ont même tendance souvent à minimiser. Oui mais bon, on verra, c'est pas bien grave, enfin, vous connaissez la chanson. Je reprends. Euh, donc ça va mener le couple, le nouveau couple, à une relation déjà biaisée, comme on dit en français, et où les jugements ne vont pas se faire sur la base de comment je vais dire, de la réalité, mais les jugements vont se faire sur la base de l'idée qu'on s'est faite de c'est quoi coucher avec une femme ou coucher avec un homme, par rapport, en comparaison avec des films de gens drogués, alcoolisés, payés, botoxés, siliconés, etc. Donc vous pensez bien qu'évidemment, on est complètement à l'ouest. Euh, et le problème qui va suivre, c'est que, comme on est frustré de ne pas avoir ce qu'on espérait avoir, on va devenir négatif, impatient, euh, insatisfait. On va accuser l'autre de tous les maux. Et ça va mener, par toutes sortes de causes directes et indirectes, à des divorces. Et parfois avec des enfants au milieu, etc. Bref. Donc, il faut savoir, voilà qu'est-ce que je veux dire aux plus jeunes. Il faut savoir que quand, enfin je dis les plus jeunes, je m'excuse, hein, ça concerne aussi beaucoup de gens, beaucoup de sœurs et de frères divorcés qui ont 35-40 ans et qui, à un moment donné, font le choix de la solitude, par peur, par manque d'opportunités, par découragement, etc. Et se disent, bon, ben finalement, moi, comme tout le monde, j'ai une sexualité, j'ai des besoins, et j'ai pas d'autre choix qu'en fait les vivre là-dedans. Tant pis. Et évidemment, la personne va s'enfoncer, parce qu'après, toute personne qui a un peu de morale, elle va culpabiliser, na shaitan, machin, vraiment, je suis tombé bien bas. Je suppose que vous avez peut-être tous vécu dans votre vie, peut-être pas en lien avec la pornographie, mais vous avez tous vécu dans votre vie des actes que vous avez faits et où vous vous sentez médiocre après. Vous vous dites, tout ça pour ça, franchement, ça vole bas, je ne vaux pas mieux que ça. Donc, en fait, le mépris. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens dans la prostitution ou dans ces milieux-là se droguent, pour oublier la culpabilité, pour oublier la déchéance de soi-même, pour oublier qu'on n'est qu'un objet, qu'on n'est qu'une traînée, qu'on n'est qu'un, comment je vais dire, une espèce de serpillière qui sert, en échange d'argent à satisfaire des hommes qui ne vous aiment pas. Bon, ou l'inverse, parce que maintenant, ce qui est pareil, il y a les gigolos, les machins, enfin bref, soit. Euh, donc après, c'est ça le piège, c'est que non seulement on ne sait plus aimer, on ne sait plus avoir une sexualité normale, mais en plus on se déteste soi-même. Parce qu'on se dit, comment, moi qui prie, moi qui parle de paradis, d'enfer, moi qui espère ceci, moi qui espère cela, j'en viens à regarder des camés qui tournent devant des caméras, des films artificiels où rien n'est vrai, finalement. Où personne ne s'aime et tout le monde fait semblant, et où tout le monde doit être alcoolisé ou drogué pour supporter la situation. Donc vous voyez, il y a des dégâts collatéraux massifs. Euh,
Et plus on est jeune, et moins on a d'expérience, et moins on connaît c'est quoi un homme ou une femme, plus on est vulnérable, parce qu'on n'a pas d'échelle de comparaison, on ne peut pas relativiser. On est face à un acte qui nous apparaît comme être la sexualité ou l'amour, alors que ça n'a absolument rien à voir. Alors, ceci me permet d'embrayer sur la suite, et la suite, j'en parle avec beaucoup de mes amis. La suite m'inquiète énormément. De nouveau, c'est pas du puritanisme, je suis bien loin de ça, enfin bref. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la suite, c'est l'avènement des robots sexuels, qui, à mon avis, vont arriver bien plus vite que les fameux robots soldats ou les robots qui vont nous menacer ou je sais pas quoi. Ça, c'est peut-être pour la suite, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les robots sexuels, ils sont là, ils existent. Ils sont encore chers parce que voilà, c'est une question de production, etc. Donc voilà, dans les articles que je lis, on parle de 15 000 dollars, 15 000 euros pour des robots perfectionnés, etc. Et là, on va passer à autre chose. On va passer en fait à une époque où non seulement, c'est ça le truc, où non seulement on va visualiser, c'était ça la pornographie, c'était de la visualisation par les yeux. Maintenant, on va être dans la virtualité des sensations réelles, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une machine, avec une peau, de l'huile, du machin, des vibrations, enfin, vous imaginez tout le bazar, qui va nous faire ressentir physiquement du plaisir. Et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, dans le cas d'une personne frustrée, seule, en manque, etc., etc., ou trop jeune, ou trop âgé, ou trop seul, ou pas assez beau, ou immariable, enfin bref. Je ne sais pas si vous imaginez les conséquences psychologiques et les conséquences sociétales que ça va avoir. Pourquoi je dis ça? À nouveau, je vais en profondeur. À l'époque, pour qu'un homme puisse avoir une sexualité, il devait s'engager. C'est-à-dire qu'il devait, auprès d'une famille qui lui donnait sa fille, il devait s'engager dans un mariage. Et ça se terminait bien, pas bien, ça c'est un autre débat. Mais l'homme n'avait pas accès autrement que dans des sordides bordels, comme on dit, ou de prostituées sales, etc. Il n'avait pas accès à la sexualité autrement qu'en se mariant. Aujourd'hui, à notre époque, on est déjà à autre chose. C'est-à-dire que l'homme, bon, soi-disant, c'était la révolution féministe, mais c'est surtout une révolution qui est très satisfaisante pour les hommes. Les femmes n'ont pas compris, malheureusement. Ça, c'est le piège tendu par des hommes, en fait, qui est de dire la chose suivante. Il faut être un peu attentif, c'est un peu compliqué. De dire la chose suivante. Prends la pilule, comme ça, j'ai pas de gosse. On se rencontre dans une discothèque, sur Tinder, etc. Et comme tu prends la pilule et on utilise les préservatifs, machin, ça n'engage à rien, ni sida, ni enfant, ni machin. Dès que je suis lassé de toi, ou toi lassé de moi, on se quitte, goodbye, bonsoir, à la prochaine. Et donc, j'ai ce que je veux, une sexualité, un défoulement, un apaisement, sans engagement, sans compromis, sans sacrifice. Juste, je t'offre un verre, je sais pas, on part dans un club de vacances, je sais pas quelle histoire on peut faire pour avoir ce qu'on veut en matière de sexe. Mais ça ne m'engage à rien, puisque tu prends la pilule, et si tu ne l'as pas prise, ben, tu avorteras. On fait ça comme une lettre à la poste. C'est la révolution féministe, pas du tout. C'est la révolution machiste. C'est-à-dire que l'homme ne doit plus payer, plus s'engager, plus se marier, plus se sacrifier pour avoir ce qu'il veut de la sexualité. Et en plus, il a l'assurance qu'il n'y a pas d'enfant au bout du compte, donc il est encore moins responsable et il peut vivre tout ce qu'il veut vivre. Et la femme, on lui a fait croire, on l'a endoctriné pour lui laisser croire. C'est une révolution féminine, tu disposes de ton corps, tu n'es plus une machine à pondre des enfants, etc.
Tout ceci est bien joli. Le problème, c'est que le temps passe. Et la psychologie féminine fonctionnant en général, sauf exception, on se comprend, la psychologie féminine fonctionnant autrement que la masculine, une fois qu'une femme, elle s'est attachée et elle a aimé un homme, deux hommes, trois hommes, quatre hommes, elle est, selon moi, ça peut être un grand débat, hein, selon moi, ouvert à la critique, c'est pour moi, comment je vais dire, une lésion sentimentale à vie, qui fait qu'après, elle est perturbée dans sa, comment je vais dire, dans sa faculté à s'attacher, à aimer un homme, parce que il y a toute cette confusion de tous les hommes qu'elle a connus, avec qui elle a vécu des bons moments, mais qui sont plus là. Oui, mais lui, il était plus marrant que lui, mais lui, il est plus intelligent, oui, mais lui est plus riche, oui, mais lui fait mieux l'amour. Hein. Et donc, on se retrouve dans une espèce de tourniquet émotionnel dans lequel, en fait, une femme n'est plus vraiment capable de s'attacher. Voilà pourquoi ma théorie, qui vaut ce qu'elle vaut, je ne suis pas un grand psychiatre, etc. Ma théorie, c'est que une femme qui, on va dire, de 18 à, je sais pas moi, 25-30 ans, a multiplié les aventures dans lesquelles elle s'est impliquée sentimentalement, et on le sait tous, sauf ceux qui veulent nier la réalité, une femme a beaucoup de mal à se livrer, à se donner, à s'offrir, si elle n'est pas quelque part un tant soit peu amoureuse. L'histoire de sexe sans amour, ça concerne beaucoup plus les hommes que les femmes. Après, on me dira, ah, c'est pas vrai, je connais quelqu'un. Enfin, bref, c'est mon avis, de mon vécu, de mon expérience. Ceci aura des conséquences. L'homme, il s'en tire bien, parce que l'homme, finalement, il a couché sans s'impliquer. Il n'y a pas de conséquences, pas de mariage, pas d'argent, pas d'enfant. Il ne s'est pas attaché émotionnellement, il passe à la suivante. Et puis, quand il a trouvé la femme belle, qui couche bien, qui est une bonne mère, qui fait bien la cuisine, machin, machin, il dit, bon, celle-là, je vais me poser avec elle, c'est bon. J'ai trouvé l'équation que je recherchais. Sans remords et sans regret. Pour la femme, c'est toute une autre affaire. La femme transporte tout un vécu, transporte toutes des casseroles émotionnelles et ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement que l'homme. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. En général, sauf exception, une femme qui a été mariée longtemps à un homme, je parle de 5 à 10 ans, genre. Parfois c'est moins, parfois c'est plus. On ne va pas se disputer sur les chiffres. Une femme qui a été attachée émotionnellement longtemps à un homme, si elle divorce, à cause d'elle, à cause de lui, peu importe, elle aura toutes les difficultés du monde à se réimpliquer avec un autre homme. C'est très difficile. Parce qu'il y a une brisure dans la femme. Une femme, elle est, on va dire, programmée, même si le mot n'est pas très glamour, je m'excuse. Une femme, elle est programmée pour se focaliser sur un homme. L'aimer lui être fidèle, s'impliquer, lui donner des enfants, lui être fidèle, etc. Et quand ce schéma est brisé, c'est un traumatisme profond, conscient ou inconscient, qui fait qu'après, elle pourra multiplier les aventures. Éventuellement, on parle évidemment, en général, de non-musulmanes. Pour les musulmanes, ça voudra dire les mariages de type muta'a, même s'ils ne portent pas ce nom-là. Mais elle va transporter cette blessure, parce qu'il y aura cet attachement à cet homme perdu, à qui elle s'est livrée, qui lui a fait découvrir tout, etc., etc. Bref. Revenons à nos moutons. Quand on va arriver à ces fameux robots, mâles et femelles, enfin, hommes, femmes, robots sexuels, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Vous croyez que l'être humain va être raisonnable?
Vous pensez que l'être humain va être en position de comparer équitablement les performances sexuelles d'une machine avec celles d'un humain, un humain plein de défauts, plein de faiblesses, qui a des blocages. Je m'excuse des mots, bon, les plus jeunes m'excusent, c'est pas un vulgaire, mais il faut appeler un chat, qui est éjaculateur précoce, qui est frigide, qui est un peu nymphomane, qui est addict, machin. L'humain est imparfait. L'humain est, par définition, imparfait. Une machine, par définition, vous allez pouvoir la programmer, la paramétrer exactement sur ce que vous attendez d'elle, à tous les niveaux. Imaginez, je ne veux pas être sordide ni glauque, mais ça voudra dire, vous pourriez régler la température de l'intérieur du vagin, la vitesse de vibration, les sensations, la couleur de peau, je ne sais pas tout quoi. Ils vont évidemment améliorer le produit comme on dit, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aura les robots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui vont évidemment de plus en plus correspondre aux attentes des clients. Et donc, on va se retrouver en fait dans quoi? À part les gens qui craignent Allah et qui acceptent d'endurer l'imperfection d'un être humain, homme ou femme, l'immense majorité des gens, fainéants, ingrats, opportunistes, égoïstes, impatients, et toute la liste des caractéristiques humaines qu'on connaît, va se précipiter, va se délecter, va s'attacher à son robot. C'est sûr et certain. Et la conséquence, c'est quoi? Ben, la conséquence, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, mais multiplié par 100. Isolement, solitude, asocial, méfiant envers les autres êtres humains, vivant la maternité ou la construction d'une famille comme une espèce d'esclavage moderne, alors qu'on se dit, quand je suis seul chez moi, tranquillement, je me fais mon petit plat quand j'ai envie, je me réveille quand j'ai envie, j'ai une sexualité quand j'ai envie, et quand j'ai pas envie, je mets le robot au placard, je le mets sur off. Pas de lessive, pas de maladie, pas de dispute, pas de femme battue, pas d'homme calomnié par une femme capricieuse. C'est merveilleux. Vous croyez honnêtement que la majorité des êtres humains, musulmans ou non, vous résistez à cet appel? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et les phénomènes auxquels on fait face aujourd'hui, à cause de l'individualisme forcené et de l'accès facilité à la pornographie, il ne faut pas se leurrer. Moi, on ne me la fait pas. Quand je vois un frère qui, depuis 10 ans, 15 ans, tourne d'une rencontre à l'autre et ne concrétise pas, et je ne le vois pas tout affolé, je suis désolé, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est pas possible. Après, c'est chacun son compte, chacun son livre, à chacun de voir. Chacun doit assumer ses comportements, ses choix. Je l'ai déjà dit plus tôt. Là où je veux en venir, c'est quoi? Je m'excuse de prendre tout ce virage, mais c'est un peu ma façon de fonctionner au niveau cérébral. Ce que je veux en venir, c'est quoi? C'est de vous dire, quand on choisit la foi, quand on choisit l'islam, qui est évidemment, en tant que musulman, et j'en reparlerai dans d'autres vidéos parce qu'on m'a beaucoup posé de questions là-dessus, qui est évidemment, pour tout croyant, la vérité, absolue, indiscutable, mais négociable dans les discussions, puisqu'on n'est pas des dictateurs ou des tyrans, ou des petits juges. Quand on est croyant, quand on est musulman, on doit tous accepter le fait que dans le mariage et dans la sexualité, comme dans le reste, dans tout le reste, on n'a pas choisi la voie de la facilité. Notre but quand on a choisi l'islam, soit parce qu'on est né musulman, enfin qu'on est né dans une famille musulmane ou qu'on l'est devenu comme les convertis ou les maghrébins qui reviennent à leur religion, on sait qu'on a fait un choix difficile. On sait qu'on a fait un choix qui impose des sacrifices. On sait qu'on a fait un choix qui va à contre-courant
de l'époque à laquelle on vit. Ça, il faut bien l'intégrer parce que beaucoup de nos problèmes et beaucoup de nos discussions incessantes et interminables sur Facebook et ailleurs viennent du fait qu'on ne veut pas intégrer l'idée que le chemin de la rectitude et le chemin de la vérité est un chemin qui n'est pas facile. Il y a des musulmans qui veulent faire croire que on peut vivre comme ça, au milieu du désordre, au milieu de tout ce bazar que je viens de vous décrire, porno à gogo, robots sexuels, Tinder, etc. Mariage tardif, dot exorbitante, enfin vous connaissez tout ma chanson que je répète à longueur d'audio, sans souffrir, sans problème, sans dommages collatéraux, sans conséquences, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça va se passer tout seul et n'ayez pas peur, vous aussi vous avez le droit d'aller à la plage, mettez votre burkini et baladez-vous au milieu des hommes et des femmes nus, tout va bien. D'ailleurs on va lutter pour que vous ayez le droit de mettre votre burkini. Donc en fait on fait l'inverse en fait, on veut dire aux gens l'islam c'est pas un problème, l'islam c'est facile. L'islam, il faut que les non-musulmans l'acceptent, hein. Même de force, ils doivent l'accepter. Nos grandes mosquées, nos minarets, nos cantines halal, nos piscines non mixtes, les burkinis. Ah oui, hein, et on va s'installer au milieu d'eux et on va s'imposer. Hein. On a des droits, il y a la loi de 1905, etc. Non, ça c'est des mensonges. Et ce que je dis, ce n'est pas du tout des propos qui sont contre le vivre ensemble ou qui visent à discriminer les autres ou comment je vais dire, à hiérarchiser, simplement un discours honnête. C'est important d'être honnête entre nous. Et l'honnêteté, c'est de dire, si on revient au sujet, parce que je ne vais pas m'écarter, j'ai tendance à faire ça à chaque fois, être honnête, c'est de dire, mes frères et sœurs, ainsi que les non-musulmans qui m'écoutent, ça les concerne aussi, puisqu'ils vont aussi se marier, le mariage, c'est pas facile. Se comprendre avec une femme ou un homme, c'est pas facile. Il y aura des disputes, il y aura des malentendus, il y aura des bouderies, il y aura des nuits où vous allez dormir dos contre dos. Il y aura des moments où vous allez dire c'est pas pour moi, ça suffit, j'en ai marre de ces types malades, de ces femmes coincées, enfin chacun a ses problèmes. Il faut dire ça aux gens, c'est inévitable. Oui, avoir un enfant, c'est pas facile. L'accouchement, les nuits blanches, le machin. Changer les couches, les cris, les pleurs, les dents qui poussent, la fièvre, le pédiatre, c'est pas facile. Mais, on revient au début de ce que je disais, faites les choix faites les choix que vous devez faire. Faites les choix dont vous vous sentez capable d'assumer. Mais, voyez la réalité en face. Ne vous enfuyez pas dans des illusions, dans des mensonges. Et surtout, si vous ne voulez pas souffrir encore plus et vivre encore plus de frustration, de déception, de malentendus, de disputes, essayez, je dis bien essayez parce que je ne me fais pas d'illusions, je connais la nature humaine, essayez de résister à, je sais, à tout ce qu'il y a autour de nous. Vous avez entendu la liste. Réseaux sociaux, Snapchat, Tinder, film porno, demain les robots, machin, les casques virtuels où on a l'impression qu'on est dans la scène. Vous imaginez les conséquences. Hein. Je vous laisse imaginer tout ce que ça va amener. Parce qu'évidemment, plus on va évoluer dans le temps, plus la perversion va s'affiner, va se multiplier, et va devenir de plus en plus banalisée. Vous voyez bien le monde autour de nous, le curseur de ce qui est une perversion est toujours plus poussé à la hausse. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète parce que tout le monde n'a pas écouté toutes les anciennes audios, à l'époque de ma grand-mère, donc en 1930, 40, il y a combien de temps 60, une grosse soixantaine d'années. Une femme divorcée, c'était une femme
quand elle marchait dans le trottoir, on changeait de trottoir. Ici, je parle ici en Belgique, hein, je ne parle pas de Papouasie. Hein. On changeait de trottoir. On disait que c'est une femme de mauvaise vie. À l'époque, une femme qui ne portait pas ce qu'on appelait un couvre-chef, c'est-à-dire quelque chose sur la tête. Les hommes avaient un chapeau et les femmes avaient des chapeaux. Et ne pas avoir ça, ça voulait dire qu'on était une espèce de campagnarde, fille facile, fille de joie, prostituée. Ce sont des choses qui ne sont pas lointaines du tout, hein, qui datent de moins d'un demi-siècle. Et puis, le curseur a monté, pour en arriver aujourd'hui au point où on dit quoi, qu'est-ce qu'il y a t'as quelque chose contre les transgenres oui, mon fils, il a un sexe, mais il se sent une femme, on va lui donner des pilules, des hormones, il va se faire opérer. Et qu'est-ce que t'as quelque chose à dire ah non, pardon, je m'excuse. Bon, maintenant on en est là. Qui es-tu pour me juger? Enfin, vous connaissez toute la chanson. Donc il faut pas nier, parce que je vois beaucoup de gens parmi les musulmans, ils s'accrochent à leurs idéaux en disant il faut jeûner, etc., etc. Moi, je peux le dire aussi, hein. Je peux le faire, ça. C'est pas difficile. Hein. Je prends un bouquin, je vous lis. Il faut jeûner, il faut patienter, il faut baisser les yeux. Là. J'ai lu tout ça. Mais moi, mon but, ce n'est pas de vous mener en bateau. Mon but, c'est bien sûr qu'il y a un idéal. Bien sûr qu'il faut faire le mieux qu'on peut. Mais je pense que c'est important aussi de tenir compte de la réalité. La réalité, ce sont les mariages compliqués, les mariages tardifs, les dots exorbitantes, les femmes et les hommes de plus en plus exigeants, de plus en plus impatients. Il faut en parler. C'est bien beau de dire le mariage, la moitié de la foi, vous êtes une couverture l'un pour l'autre. Et puis il y a la réalité. Si on ne parle pas de la réalité, en fait, les gens ils vont finir par dire, bon, c'est bien joli toutes ces légendes, mais moi je vis sur notre planète ici. Vous me parlez de quoi, en fait? Vous me parlez d'un monde imaginaire. Moi je suis au milieu de Booba, de PNL, de trucs. C'est quoi vos histoires, là? Parce que là, c'est très important. C'est très important pour nous, les musulmans, quelle que soit notre tendance, notre degré de piété, de pratique, c'est pas ça le sujet. C'est très important de bien ouvrir les yeux pour comprendre le monde dans lequel on vit et ne pas s'enfermer dans une bulle imaginaire. J'ai pas dit qu'il faut ouvrir les yeux pour devenir comme ce monde, pour adopter ce monde, mais pour au moins le comprendre et pour nous aider à comprendre parfois d'où vient notre femme, d'où vient notre mari, dans quoi évoluent nos enfants, qu'est-ce qu'ils voient à la cour de récréation que nous ne voyons pas. Sinon, on ne sait pas. Alors les gens tombent des nues. Vous voyez, ça n'arrête pas, même avec le terrorisme. Vous voyez les parents, je ne comprends pas, ça ne lui ressemble pas, je n'ai pas vu ça, on ne disait pas ça à la mosquée. Oui, mais ma chère, est-ce que tu sais ce que ton fils regarde dans son smartphone? Est-ce que tu sais ce qu'il fait avec ses copains? Tu ne sais pas. Ton fils, ta fille est une étrangère pour toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc c'est très important pour les musulmans, pour avoir une prêche et une éducation, comment je vais dire, qui constructive et réaliste, d'être bien en éveil sur tout ça. Parce que par exemple, quand moi j'ai parlé ici des robots sexuels, les gens peuvent dire « mais ça ne nous concerne pas, c'est un truc des koufars, c'est quoi ces histoires, t'hallucines, etc. » Je ne sais pas si il y a 15 ans, il y a 10 ans, je ne sais plus les années, je vous aurais dit d'ici quelques années, les homosexuels vont défiler sur des chariots avec le corps huilé, habillé en cuir, occupé à se fouetter, à tirer la langue, et tout le monde va applaudir jusqu'au plus haut des politiciens, si on m'aurait cru. Et pourtant, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous dites un mot de travers là-dessus, homophobie, machin, un truc puni pénalement. Donc, il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas pousser le curseur toujours plus haut. Oui, on peut le pousser toujours plus haut. Demain, on peut très bien voir quelqu'un qui dit... Enfin, moi, je m'attends à tout, hein, parce que, voilà, demain, on va dire, je suis amoureuse de mon fils, voilà, mon fils m'aime, je l'aime, il est majeur et moi aussi, on veut se marier, on veut avoir des enfants. Et dans un monde où on dit les droits de l'homme, la liberté, le droit de disposer de sa personne, qui peut dire quoi que ce soit contre ça? Au nom de quoi? Qui a dit que c'est pas bien de se marier à son fils, de se marier à sa mère, de se marier à son grand-père, de se marier à son oncle?
Qui a dit ça? Les religions, les croyances, les tabous. Mais les gens qui ont pris l'amour et les droits de l'homme en divinité vont dire c'est quelque chose, c'est une position qui est tout à fait défendable. On a affaire à deux personnes majeures qui sont tous les deux d'accord. Nous n'avons rien à dire là-dessus. Ça, c'est la suite. C'est inévitable parce que ça va dans l'air du temps. On ne peut pas empêcher des êtres humains qui ont envie de vivre de nouveaux fantasmes, de les vivre en tant que personnes majeures et consentantes. Après, l'exemple ne s'applique pas très bien avec des animaux, parce qu'on pourrait toujours dire l'animal il est forcé, il n'a pas, le choix, c'est pas bon là ils vont peut-être, à la limite là ça sera un peu plus tabou, je sais pas, enfin bref. Et donc quand je parle des robots sexuels, je pense que tout le monde devrait réfléchir à sa situation, euh, aux gens qu'il connaît, qui sont célibataires, divorcés, traumatisés, etc. Et se demander, tiens, cette sœur ou tiens, ce frère que je connais, dans ma famille, dans mes amis, qui est complètement dégoûté du mariage, qui n'y croit plus, qui a peur, etc. Est-ce qu'il ne va pas être tenté par ça? C'est tellement facile. Un robot chez soi, ni vu ni connu, on ferme la porte, et puis quoi? Et après, voilà. Et donc, il faut aborder la question, il faut anticiper, il faut prévenir les gens des conséquences de ça. La conséquence, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça va amplifier, renforcer l'individualisme, le repli sur soi, l'amour égoïste et sans partage, puisque je programme mon robot, je n'ai pas à lui donner de cadeaux, je n'ai pas à lui acheter une alliance, je n'ai pas à l'emmener en vacances, je n'ai pas à faire des préliminaires, je n'ai pas à le ou la séduire. Il me donne ce que j'attends et moi je n'ai rien à lui donner. Et donc l'âme humaine va se renforcer dans son orgueil, dans son égoïsme en fait, qui caractérise notre époque. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, avec la soi-disant révolution féminine, en fait c'est une merveilleuse opportunité pour les hommes qui ne veulent pas s'engager d'avoir du sexe en échange de rien. Ni mariage, ni dot, ni enfant, ni implication. Encore mieux, les femmes, vous devez travailler. Hein. Comme ça, une fois qu'on a bien joué avec vous, on culpabilise moins de vous laisser toute seule puisque vous avez vos rentrées d'argent. Vous n'avez plus besoin de nous pour manger. Vous avez les allocs, vous avez votre travail. Raison de plus pour vous lâcher dès qu'on est lassé de vous. Malheureusement, ce sont des mécanismes très subtils, très profonds, que les femmes n'ont pas bien compris. Elles ont pensé se libérer, mais en fait, elles sont devenues des outils de satisfaction des hommes qui peuvent avoir tout ce qu'ils rêvent d'avoir en échange de rien, puisqu'ils plient bagage du jour au lendemain dès que la situation ne leur convient pas. En général, de nouveau, en général, c'est plus rare qu'une femme amoureuse quitte un homme. En général, une femme qui quitte un homme, soit parce qu'elle a été trompée, soit parce que elle n'a plus confiance dans l'homme, donc le lien sentimental s'est brisé. Par contre, on voit beaucoup d'hommes qui aiment leur femme, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de fréquenter des prostituées, de tromper leur femme, d'avoir une maîtresse, etc. Mais ils ne veulent surtout pas briser leur famille. Très rares sont les hommes qui veulent divorcer parce qu'ils ont des aventures. En général, une femme, c'est différent. Si son cœur balance pour un autre homme alors qu'elle est mariée, elle va tout faire pour essayer de se défaire de son mari et pour ne pas être dans une relation mari-amant dans laquelle elle ne peut pas rester très longtemps sans être très mal à l'aise. Ce dans quoi un homme, de nouveau religion mise à part, bien entendu, ce quoi un homme peut très bien vivre facilement, puisque ça lui convient, il a une femme pour s'amuser, une femme pour discuter et une femme pour faire des enfants, tout va bien, il est content. La femme ne vit pas ce schéma-là avec le même bonheur que l'homme. Bon, voilà, je sais que vous vouliez qu'il y ait beaucoup d'autres sujets abordés, je ne peux pas parler 3 heures, ça sera pour une autre fois. Je vais un peu voir ce que ça donne cette vidéo parce que la connexion est un peu moins bonne ici, donc je ne sais même pas si le son est en phase avec les mouvements de la bouche. Voilà, je sais que beaucoup de gens me demandent aussi de faire les audios en live sur YouTube. Je vais bien devoir le faire un jour.
J'essaie de voir les inconvénients, les avantages, je ne sais pas. Bon, l'avantage, c'est que c'est directement monté et en ligne. Ça ça me fera économiser du temps. Mais le désavantage, c'est que on est directement exposé à plein de monde et on ne peut pas éventuellement couper au montage des choses qu'on trouve exagérées ou qu'on trouve répétitives. Bon, bref, on verra, Inch'Allah. Pour conclure, je voudrais que sur ce sujet et sur les autres, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des amis, des gens que vous sentez qui correspondent au profil dont je parle, je pense que c'est notre devoir à tous, soit de se faire l'écho de ce que je raconte, si on pense que c'est juste, bien entendu, si on pense que c'est faux, on zappe, poubelle, pas de problème, ou bien, si on sent qu'on n'est pas capable, tout simplement de partager, c'est-à-dire de donner le lien ou d'envoyer le lien pour que la personne écoute. Parce que peut-être pour vous, ça paraît banal, ça paraît bête, ça paraît ne pas vous concerner, mais pensez à ceux qui sont pas à votre niveau, qui sont moins croyants, moins pratiquants, moins prévenus, moins armés. Ça peut être utile. Et malheureusement, c'est pas à la mosquée qu'ils vont entendre ça, c'est pas dans les dourous qu'ils vont entendre ça, c'est pas chez leurs parents qu'ils vont entendre ça, chez leurs potes ils vont plutôt entendre écoute le dernier PNL c'est super, il dit des gros mots, c'est marrant. Il va pas entendre une analyse de fond. Après, je me berce pas d'illusions, je sais que la plupart des gens vont dire oulala, casse-tête, qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Mais peut-être, il y a une, deux, trois, quatre personnes qui vont être interpellées, qui vont se dire tiens, c'est vrai, j'ai pris des mauvaises habitudes, j'ai pas pensé que ça pourrait m'amener à ça et ça. Il serait peut-être temps de changer ou de me préserver de certains trucs ou de ne pas être tenté par certains pièges ou certaines facilités qui se présentent à nous dans l'époque dans laquelle on vit. Voilà, voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.